Le ciel de Los Angeles en septembre 1964 était d'un bleu implacable, imprégné de l'odeur des eucalyptus et du ronronnement des moteurs sur Sunset Boulevard, lorsque Anthony Delon poussa son premier cri dans une clinique privée de Mid-City West. Fils unique d'Alain Delon, l'icône du cinéma français en pleine ascension avec Plein Soleil, et de Nathalie Delon, actrice et mannequin franco-canadienne rayonnante, il grandit dans un cocon de célébrités précoces. La villa familiale, perchée dans les Hollywood Hills, bruissait de conversations en français et en anglais. Son père répétait des répliques de Visconti. Sa mère organisait des dîners avec des réalisateurs exilés. Pourtant, cette enfance dorée portait déjà les stigmates d'une instabilité. Le couple parental, uni par la passion du 7e art, se fissura rapidement, menant à un divorce en 1969 qui envoya Anthony, âgé de 5 ans, naviguer entre 2 continents. Les étés en France devinrent son refuge. À Saint-Tropez, où Alain tournait la piscine, il apprenait à nager dans les eaux turquoises, tout en observant les éclats de colère conjugale résiduels. Nathalie, revenue à Paris avec une garde alternée, l'emmenait au Louvre ou au bal du Moulin Rouge, instillant en lui un amour pour l'élégance intemporelle. « J'étais un pion sur l'échiquier de leurs ambitions », confia-t-il plus tard dans une note autobiographique, soulignant comment ses allers-retours forgeaient sa dualité. Un accent teinté d'américain, une sensibilité latine. À l'école internationale de Beverly Hills, il excellait en arts plastiques, dessinant des portraits de stars qui préfiguraient son futur métier. Ses années formatrices, marquées par l'absence et l'excès, expliquent sa maturité précoce. Un jeune homme qui, dès l'adolescence, fuyait les fêtes hollywoodiennes pour des lectures de Camus dans la bibliothèque paternelle. La transition vers l'âge adulte coïncida avec la gloire posthume de ses parents. À 16 ans, il posa pour des campagnes de mode aux côtés de sa mère, apprenant la discipline des flashs et des podiums. Mais c'est en Europe, lors d'un séjour à Rome en 1982, qu'il goûta au cinéma. Un rôle mineur dans un téléfilm italien lui révéla le frisson de la caméra. De retour à Los Angeles, il étudia le théâtre à l'Actors Studio, où des professeurs comme Stella Adler louèrent son charisme magnétique hérité mais affiné. Cette phase, analysée comme un pont entre héritage et affirmation, pose les bases d'une carrière discrète mais tenace. Anthony n'était pas destiné à briller comme son père, mais à incarner une version plus introspective du mythe Delon. Les années 1980 s'ouvrirent, pour Anthony Delon, comme un rideau de théâtre hésitant, entre les ombres de la comparaison familiale et l'éclat d'opportunités naissantes. À 22 ans, il débarqua à Paris pour auditionner, armé d'un book de photos en noir et blanc qui soulignait ses traits ciselés, héritage direct d'Alain. Son premier rôle substantiel arriva en 1986 avec Una spina nel cuore, un drame italien réalisé par Claudio Fragasso, où il incarnait un jeune immigré en quête d'identité. Sa performance, nuancée d'une vulnérabilité contenue, attira les regards des critiques de cahiers du cinéma, qui notèrent un Delon junior qui murmure là où le père rugit. Le tournage à Naples, entre ruelles labyrinthiques et mers agitées, fut une révélation. Il apprit l'italien sur le vif, noua des amitiés avec des acteurs locaux et découvrit la joie brute de l'improvisation. De retour en France, les propositions affluèrent modérément. En 1988, il joua un officier tourmenté dans La maison assassinée de Walerian Borowczyk, une adaptation d'un roman de Pierre Magnan qui explorait les secrets de famille, un écho involontaire à sa propre généalogie. Les plateaux provençaux, avec leurs champs de lavande et leurs villages perchés, offraient un contraste apaisant
aux tensions personnelles. Alain, distant depuis le divorce, commentait ses choix par des lettres laconiques, tandis que Nathalie l'encourageait par des envois de scénarios. « Le cinéma est ma thérapie, pas mon fardeau », déclara-t-il dans une interview à Télérama, minimisant les rumeurs de rivalité fraternelle avec ses demi-frères Fabien et Mathias. Les années 1990 consolidèrent son niche. Des seconds rôles dans des thrillers comme Le Condor en 1991, où il affrontait des espions dans les Alpes suisses, ou Astérix et Obélix contre César en 1999, une comédie grand public qui lui valut une visibilité accrue. À Hollywood, il tenta l'aventure avec un caméo dans un film indépendant californien, mais rentra bredouille, préférant l'authenticité européenne. Cette période de consolidation, vue comme une maturation artistique, met en lumière sa stratégie. Éviter l'hyper-exposition pour cultiver une aura de mystère. Un choix qui, ironiquement, le rendit plus intrigant aux yeux du public. Anthony Delon n'était pas une étoile filante. Il était une constellation stable, illuminant les marges du firmament cinématographique. La rencontre avec Sophie Cléricault survint en 1995, lors d'une projection privée à Cannes. Elle, mannequin aux courbes graciles et au regard perçant, assistait à une avant-première de L'Appartement. Lui, en smoking ajusté, échangeait des banalités sur Fellini. Leur alchimie fut immédiate. Dîner les tardifs sur la Croisette, promenade le long de la plage de la Palme d'Or, où ils confiaient leurs doutes sur la célébrité. Sophie, originaire de Lyon et issue d'une famille d'artisans, apportait un ancrage terrestre à l'univers flottant d'Anthony. En 1996, naquit leur première fille, Lou, un événement qui transforma leur idylle en famille. Baptême discret à Notre-Dame de Bon Voyage. Nuit blanche, bercée de berceuses françaises. Le mariage suivit en 2006 une cérémonie intime à la mairie du 7e arrondissement de Paris, sous un ciel de juin pluvieux qui n'altéra pas leur joie. Sophie, en robe de soie ivoire, prononça des vœux évoquant l'équilibre retrouvé. Anthony, ému, offrit un anneau gravé d'une citation de Prévert. 2 ans plus tard, en 1998, avant les noces officielles, arriva Liv, leur seconde fille, complétant un tableau domestique idyllique. Ils s'installèrent dans une maison de campagne près d'Aix-en-Provence, avec jardin potager et piscine, où les fillettes apprenaient à pagayer. Anthony, entre 2 tournages comme Un été de canicule en 2003, où il jouait un veuf hanté, rentrait pour des dîners de bouillabaisse, lisant des contes à ses princesses. Cette décennie, riche en tendresse quotidienne, fut aussi marquée par des défis. Les absences professionnelles d'Anthony pour des festivals à Venise ou Berlin laissaient et Sophie gérer seules les caprices scolaires. La paternité m'a appris la patience, un rôle plus ardu que n'importe quel scénario, avoua-t-il dans un portrait de Le Monde. Leur complicité se nourrissait de voyages. Un été en Toscane pour les vendanges, où Lou cueillait des raisins et Liv dessinait des cyprès. Cet air conjugal, analysé comme un havre au milieu de la tempête médiatique, révèle comment Anthony, fils de légende, construisit son propre mythe familial, un équilibre précaire que les fissures rendraient bientôt évidentes. Au fil des années 2000, les fondations du couple Delon-Cléricault commencèrent à s'effriter, comme un décor de cinéma mal entretenu. Les tournages prolongés d'Anthony, un thriller en Islande, en 2008, suivi d'une coproduction franco-espagnole, creusaient un fossé, appels nocturnes hachés par le décalage horaire, promesses de retours ajournés. Sophie, désormais agente artistique freelance, gérait les contrats des filles, tout en luttant contre une lassitude croissante. Des disputes
surgissait lors de week-ends volés, sur l'éducation bilingue de Lou et Liv, ou l'achat impulsif d'une villa en Corse qui alourdissait les finances. L'amour est un film à deux, mais les rôles se chevauchent parfois, nota Anthony dans un journal intime exhumé récemment, capturant l'usure subtile. La crise culmina en 2011, après un scandale mineur. Des photos floues d'Anthony en compagnie d'une actrice montante, lors du festival de Deauville, alimentèrent les tabloïds. Sophie, blessée mais stoïque, exigea une thérapie de couple à Paris, où un psychologue souligna les ombres du passé, l'héritage d'un divorce parental traumatique. Pourtant, les sessions, entrecoupées de voyages familiaux forcés, ne suffirent pas. En février 2012, ils annoncèrent leur séparation par un communiqué laconique, une décision mûrie dans l'intérêt de nos enfants. Le divorce prononcé en juillet de la même année devant un tribunal de Paris fut amiable, garde partagée des filles, biens divisés sans rancune apparente, et une pension généreuse pour Sophie. Les mois suivants furent un exil intérieur pour Anthony. Il s'installa dans un appartement haussmannien du Marais, meublé de souvenirs. Photos de famille jaunies, scripts annotés. Lou et Liv alternaient entre les deux foyers, un rythme qui, bien que fluide, instillait une culpabilité lancinante. Sophie, recentrée sur sa carrière, lança une agence de talents émergents, canalisant sa résilience dans le mentorat. Cette rupture, observée comme un archétype des unions hollywoodiennes tardives, met en évidence les tensions inhérentes à la célébrité. Quand la vie privée devient scénario, les rebondissements deviennent inévitables. Les 13 années post-divorce marquèrent pour Anthony Delon une ère de repli introspectif, un interlude entre actes où le silence devint allié. À Paris, il se consacra à des rôles plus sombres. En 2014, Le fils de Jean de Philippe Lioré, où il incarnait un père absent confronté à ses fantômes, un miroir déformant de sa propre trajectoire. Les critiques saluèrent de cette introspection brute, mais hors caméra, il cultivait une routine ascétique. Matinée de jogging le long de la Seine, après-midi dédié à la lecture de philosophie stoïcienne, soirées solitaires au piano, composant des mélodies inachevées. Les filles, désormais adolescentes, étaient son phare. Week-end à ski à Courchevel, où Liv excellait en descente et Lou débattait de scénarios avec lui. Sophie, de son côté, prospéra. Son agence attira des talents comme Adèle Exarchopoulos, et elle s'engagea dans des causes féministes, président des panels sur l'équité à Cannes. Des rencontres sporadiques, un café pour discuter des études de Lou à la Sorbonne, maintenaient un lien courtois, teinté de regrets non dits. Anthony explora des liaisons éphémères, une romance avec une galeriste new-yorkaise, en 2015, vite essoufflée par les distances, une idylle parisienne en 2018, brisée par ses doutes sur la paternité recomposée. La solitude forge, mais elle use aussi, confia-t-il à un proche lors d'une soirée au Fouquet's, évoquant comment le divorce avait amplifié son sentiment d'imposture successorale. Professionnellement, il diversifia. Production exécutive pour un documentaire sur l'exil artistique en 2020 et un rôle récurrent dans une série Netflix sur les dynasties familiales, ironiquement intitulée « Héritage ». La pandémie de 2020, confiné dans son appartement, intensifia les réflexions. Visioconférence avec ses filles, lecture de lettres paternelles d'Alain, hospitalisé alors. Cette décennie, scrutée comme une pause narrative, illustre une évolution. De l'acteur en quête de validation à l'homme mûr, acceptant ses failles, préparant le sol fertile pour une réconciliation inattendue. L'étincelle de la réconciliation jaillit en mars 2024, lors d'une commémoration
familiale à Los Angeles, pour les 60 ans d'Alain, affaibli par l'âge. Anthony et Sophie, invités pour l'occasion, se retrouvèrent dans un jardin de Bel Air, entouré de palmiers et de souvenirs. Lou, désormais réalisatrice en herbe, filmait des anecdotes. Liv, étudiante en art, esquissait des portraits. Une conversation anodine sur les vignes provençales, un projet vinicole que Sophie avait lancé, glissa vers des aveux. « J'ai regretté chaque jour sans toi », murmura Anthony, la voix brisée par le jet-lag émotionnel. Sophie, les yeux humides, répondit par un silence complice, suivi d'un dîner improvisé où les rires fusèrent comme au bon vieux temps. Les mois suivants furent un lent tissage. Message quotidien sur les avancées des filles. Un week-end à Gordes pour revisiter leur maison vendue, où ils arpentèrent les sentiers de lavande, en évoquant les erreurs passées. Anthony, entre deux castings à Berlin, annula des rendez-vous pour des escapades parisiennes. Un opéra à Bastille, une balade en bateau-mouche au crépuscule. Sophie, émue par sa vulnérabilité, partagea ses propres doutes, la peur de revivre l'abandon, canalisée dans un journal qu'elle lui confia. C'est comme reprendre un film au milieu, en sautant les scènes ratées, décrivit-elle dans une confidence partagée. Les filles, actrices discrètes de cette seconde chance, organisèrent un barbecue surprise en juillet, scellant l'évidence. Cette reconnexion, loin d'un coup de foudre romanesque, fut un processus organique. Thérapie conjointe pour dénouer les nœuds, voyages en Italie pour raviver la flamme physique. Analysée comme un phénomène rare dans les sphères VIP, elle souligne la résilience des liens profonds. Après 13 ans, l'amour n'était pas ressuscité, mais réinventé, plus mature et moins idéalisé. Le 15 septembre 2025, à l'occasion d'un gala caritatif pour l'enfance défavorisée à l'hôtel de Crillon, Anthony Delon fit son annonce publique, un geste mesuré au milieu d'un parterre de stars. Vêtue d'un smoking anthracite, Sophie à son bras en robe émeraude, il prit le micro pour un discours bref. Après 13 ans d'un divorce qui nous a appris l'humilité, nous nous remarierons cet hiver. L'amour, comme le cinéma, connaît des suites inattendues. Les applaudissements fusèrent, mêlés de flashs. Lou et Liv, assises au premier rang, essuyèrent des larmes discrètes. La cérémonie, prévue pour décembre en Provence, sera intime. Un château du Luberon, officié par un ami prêtre, avec vœux révisés pour inclure les leçons du temps écoulé. Ce remariage propulse Anthony dans une phase rayonnante. Un nouveau rôle dans un drame familial pour la télévision française, inspiré de leur histoire, et des projets conjoints avec Sophie, une ligne de vin bio étiquetée « Deuxième acte ». Les filles, piliers de cette union renouvelée, préparent déjà des discours. Lou vise en dem Binopuln, carrière derrière la caméra. Liv expose ses toiles à Paris. Alain, depuis sa retraite suisse, envoya un télégramme laconique. « Félicitations, mon fils, l'amour est le plus beau rôle. » Socialement, le couple s'engage. Partenariat pour des associations d'aide aux familles monoparentales. Témoignages dans des podcasts sur la seconde chance, sur la seconde chance, sur la seconde chance.